Ils ont construit sur la voie. Ce qui fait que quand on vous braque derrière la prison, le braqueur fuit et la police ne peut pas le poursuivre parce que de l'autre côté, il n'y a pas une voie pour le rattraper. C'est ça les problèmes d'insécurité. Eh bien donc, nous allons casser si j'ai votre fonction. Et si j'ai votre fonction, vu qu'ils ont conçu sur la voie publique, ils sont responsables. J'ai déjà une entreprise qui veut commencer les travaux, mais je n'ai pas l'argent pour dédommager. Donc, à vous de sensibiliser, de dire à ces Gabonais, vous êtes installés sur la voie publique, alors il faut accepter qu'on vous casse. C'est sans dédommagement. Lorsqu'on écoute le discours du président de la République face aux membres de l'Assemblée nationale, on est en droit de se poser la question de savoir si le peuple gabonais n'aurait-il pas été finalement dupé par ces mêmes personnes qui sont arrivées au pouvoir avec l'ambition de changer la configuration socio-économique du pays, mais surtout de travailler à un changement de mentalité et à une véritable transformation des mœurs dans l'espace public gabonais. Bienvenue sur Livano Gomez TV. Ici, on parle d'actualité, de politique, de science, de culture, mais également de tous les sujets qui peuvent te permettre de comprendre le Gabon dans sa diversité. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, mais surtout, tu n'hésites pas à nous dire en commentaire ce que tu penses. La vidéo d'aujourd'hui va revenir sur le discours que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a récemment donné devant les membres de l'Assemblée nationale. Dans notre intervention, nous allons décrypter, analyser, mais surtout, nous allons décortiquer l'ensemble des axes qui ont été abordés par le président de la République dans le cadre de sa politique de transformation du Gabon. Je ne vais pas évoquer tous les aspects, je vais simplement évoquer les aspects qui me semblent les plus importants en fonction de mes sensibilités. Mais surtout, je vais faire un exercice qui est celui de revenir sur des aspects parfois négligés, mais des aspects que je pense être importants. Et le but de notre vidéo, c'est donc de pouvoir évoquer en profondeur un certain nombre de sujets qui parfois ont été galvaudés ou ont été éludés. Parce que je pense que le plus important aujourd'hui, ce n'est pas forcément les aspects trop techniques, mais c'est les aspects, parfois les aspects les plus simples, qui semblent être des aspects négligeables, mais des aspects très importants dans la gouvernance d'un pays. Alors, je ne vous en dis pas plus, je vous invite simplement à rester jusqu'à la fin. Prenez vos popcorn, prenez-vous un jus, prenez-vous quelque chose à grignoter. Parce que dans cette vidéo, nous allons essayer de décortiquer pas à pas ce qu'il a été dit par le président et surtout voir comment cela peut-il être en faveur ou contre le devenir du Gabonais. Alors, on y va. À l'entame de ce débat, quand je regardais les interventions du président Oligui, je me suis rendu compte d'une chose que j'ai déjà observée dans la majeure partie des pays de la sous-région, notamment le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le Gabon, pour ne citer que ces pays-là. Chaque fois que le pouvoir se retrouve confronté à la réalité de n'avoir pas réalisé l'ensemble des promesses, à l'impossibilité de pouvoir pallier aux problèmes sociaux, trois phénomènes reviennent souvent dans l'environnement politique pour pouvoir essayer non seulement de se déresponsabiliser en tant que dirigeant, mais surtout de jeter la responsabilité sur le peuple, notamment sur les jeunes. Chaque fois que le pouvoir est confronté à la réalité, on accuse les formations des jeunes, c'est-à-dire l'inadéquation formation-emploi. À défaut donc de trouver du travail aux jeunes, on leur fait le reproche de s'être formés dans des secteurs qui n'emploient pas. Donc on va dire, si le marché du travail ne vous embauche pas, c'est parce que votre formation n'est pas adéquate, elle n'est pas adaptée. Je pense que c'est un faux argument et surtout c'est un argument qui ne passe plus face à des dirigeants qui sont complètement à côté de la plaque par rapport aux véritables nécessiteux et surtout par rapport à la logique de création de richesse. On sait tous qu'au Gabon, les jeunes sont vraiment dans un chômage terrible. Pendant ce temps, vous avez des vieillards avec des âges rectifiés qui continuent de travailler à des postes parfois qui ne sont plus de leur génération. C'est-à-dire des postes où on doit digitaliser, des postes où on doit informatiser l'ensemble des tâches. Vous avez à ces postes-là des vieillards et qui parfois sont complètement déconnectés des nouvelles réalités du travail. Au-delà de l'inadéquation formation-emploi, il y a aussi un autre argument qui revient souvent, c'est l'entrepreneuriat. On demande aux jeunes d'entreprendre, de tous se lancer dans l'entrepreneuriat, ce qui fait que si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous allez pouvoir contourner la difficulté d'employabilité. Mais sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que quelqu'un qui n'est pas formé ne peut pas se lancer dans la création d'une entreprise. C'est ça le problème. Si on nous accuse de n'être pas formé correctement, ce n'est pas l'entrepreneuriat qu'on fera. Et donc, c'est juste une manière de déplacer le problème ou alors d'essayer de se déresponsabiliser pour donner la balle chaude aux jeunes eux-mêmes afin de leur dire « débrouillez-vous ». En fait, la réalité, c'est quoi? Dire aux jeunes de se lancer tous dans l'entrepreneuriat, c'est comme dire
à ces jeunes-là que débrouillez-vous, nous ne pouvons rien faire pour vous, vous devez vous-même vous prendre en charge. Le troisième argument de ce triptyque politique, c'est le fait de dire que la fonction publique est surchargée. Vous allez remarquer que dans la majeure partie de nos pays aujourd'hui, si on n'évoque pas la fonction publique qui est surchargée, on va évoquer la nécessité de se lancer dans l'entrepreneuriat sans forcément avoir tous les mécanismes qu'il faut d'accompagnement. Ou alors, on va simplement dire que vos formations ne sont pas adaptées au marché du travail et donc vous devez vous réformer. Mais on va se réformer dans quelle université, dans quelle école et surtout dans quelle structure de formation adéquate qui permet de former des gens directement pour les rendre disponibles pour le terrain. Dans un pays comme le Gabon, les stages ne sont pas rémunérés. On continue de pratiquer l'employabilité au lance-pierre, c'est-à-dire que les jeunes sont moins employés, les vieux qui sont à des postes qui devaient déjà aller à la retraite ne veulent pas aller à la retraite. Bref, les postes sont embrigadés par des personnes d'une autre génération, d'une autre époque, qui ne comprennent pas forcément les nécessités ou la réadaptation, la mise à jour des compétences aujourd'hui. Et pendant ce temps, on vient nous servir des mêmes arguments qui sont presque des arguments préenregistrés, préfabriqués et réchauffés. En menant une véritable étude, je me suis rendu compte que c'est la même chose partout. Que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Libreville, le discours, il est le même. Alors, revenons sur l'un des éléments qui revient chaque fois que le président de la République prend la parole pour parler de la situation économique du Gabon dans un avenir proche et même dans un avenir sur le long terme. Généralement, les promesses reviennent toujours, c'est-à-dire que on a l'impression que chaque fois, on promet aux Gabonais que les choses vont s'améliorer et que les Gabonais devraient être de plus en plus patients parce qu'il n'est pas facile de transformer un pays. Ce discours s'entend très bien. Mais l'un des éléments qui est vraiment difficile à digérer aujourd'hui, 3 ans après le début de la transition, c'est de répéter à chaque fois que la situation du Gabon a été héritée. Personne n'ignore que les précédents dirigeants du Gabon ont complètement foutu le pays à feu et à sac. Mais toutefois, il faut quand même relever le fait que pendant la période de la transition, beaucoup d'efforts ont été consentis pour reprendre de l'argent. Le président de la République lui-même avait promis que l'ensemble des gains qui avaient été récoltés dans les caisses de détournement, l'argent qui a été retrouvé, l'argent qui a été repris, devait être mis dans un compte séquestre afin de pouvoir poursuivre des projets. Alors aujourd'hui, en 2026, on se pose la question où qu'est passé cet argent, mais surtout, qu'est-ce qui a été concrètement réalisé comme projet avec les montants qui ont été engranchés, à quoi a servi cet argent, où est passé cet argent et surtout, où sont passés les projets de façon générale. Revenons maintenant sur la question de la restauration de la dignité des Gabonais. Nous savons tous que l'un des maîtres mots de la politique du président Brice Clotaire Oligui Nguema pendant la période de la transition, ça a été la restauration de la dignité des Gabonais. On sait tous que les Gabonais ont toujours vécu dans une situation de précarité extrême, où la scolarisation, la santé et le social sont des aspects vraiment qui n'ont jamais été pris en compte par les précédents dirigeants du Gabon. Parce que les plus vulnérables, ce sont ces Gabonais. Et quand ils ne sont pas soignés, je vois des vidéos un peu partout. Oui, la CNAMGS ne répond pas. On ne m'a pas donné les médicaments. Les pharmacies ont fermé. Mais ils vous donnent des médicaments avec quel argent s'ils n'en ont pas? Nous avons tenu 2 ans de transition parce qu'à l'époque, le CTRI a injecté 20 milliards de francs CFA à la CNAMGS. Et là, si quelques ordonnances commencent à être payées, c'est parce que le Trésor public a injecté 10 milliards. Mais l'État ne va pas continuer à faire des efforts. Il faut aussi que vous participiez. Parce que la commerçante qui vend au marché, je veux bien, elle est économiquement faible. En quoi? Mais elle fait des revenus. Elle va jusqu'à avoir des revenus de 200 000, 150 000, parfois 300, 400 000 quand elle arrive à vendre. Pourquoi elle est économiquement faible? Tous ces petits métiers qui génèrent de l'argent, ils doivent participer. Il faut dire que le Gabonais a toujours vécu dans une précarité qui fait qu'il a toujours été dans la débrouillardise. Lorsque la transition est arrivée, on nous avait promis la restauration de la dignité des Gabonais afin d'essayer d'alléger la situation et la condition sociale des Gabonais. Aujourd'hui, on nous dit que la restauration de la situation des Gabonais ne sera pas possible sans un effort des Gabonais. Mais comment demander aux Gabonais de faire l'effort alors que le Gabonais fait déjà l'effort depuis de longues dates? Les Gabonais consentent des efforts. Les Gabonais aujourd'hui essaient de se loger eux-mêmes, essaient d'urbaniser même la ville. Vous vous rendez compte que la majeure partie du système cadastral de Libreville n'est même pas réfléchi par l'État. Il est réfléchi par les habitants qui construisent ça et là parce que justement,
il y avait un certain désengagement de l'État pendant trop longtemps qui a fait que la situation n'a pas été en faveur ni du pays, encore moins des citoyens. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on se pose la question où qu'est passée la restauration de la dignité des Gabonais lorsqu'on voit que le climat social ne fait que connaître des situations assez complexes et des situations où la précarité est quand même et toujours un thème central. Le citoyen gabonais n'a toujours pas retrouvé la fameuse dignité qui avait été promise. Alors, un des aspects de la restauration de la dignité des Gabonais qui revient chaque fois, c'est que vous allez remarquer que dans la manière dont les choses sont traitées, le Gabonais est toujours mis à l'épreuve de sa responsabilité par rapport à son avenir. Le président de la République avait promis aux Gabonais que cette fois-ci, on devrait avoir affaire à une République où les choses marchent de telle sorte que le mérite soit au centre et que plus jamais on ne pouvait avoir des situations de copains-coquins. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que le citoyen devrait retrouver ses lettres de noblesse et bénéficier d'un certain accompagnement, mais surtout d'un certain respect de la part des dirigeants, mais aussi de la part de l'État. Aujourd'hui, on se rend compte que juste quelques temps après l'élection présidentielle, les maisons de Plein-Oriti ont été détruites. En plus de cela, lorsqu'on rentre dans les aspects qui concernent le social au Gabon, on se rend bien compte que les Gabonais font face à une véritable précarité, non seulement du logement, mais aussi du travail et je dirais même d'une possibilité de scolariser convenablement leurs enfants. Où sont passées les familles dont les maisons ont été détruites à Plein-Oriti? Est-ce que ces familles ont été relogées? Pas du tout. Pour certaines, elles ont reçu la possibilité d'aller se loger dans les logements sociaux qui ont été construits par l'État, mais ces logements ne sont pas du tout des logements à titre gracieux, ce sont des logements dans lesquels des personnes sans salaire, des personnes sans revenus financiers seront obligés de reverser à l'État quelque chose pour pouvoir bénéficier de ces logements-là. Ce qui constitue non seulement une spoliation pour ces citoyens déjà précaires, mais en plus de cela, ce qui constitue surtout une véritable problématique dans un pays où les gens ont quand même du mal à joindre les deux bouts. Attention, je ne suis pas du tout en train de nier le fait qu'on devrait pouvoir assainir la ville et créer un plan d'urbanisation. Pas du tout. Mais je dis simplement que pour les gens qui ont été cassés à Plein-Oriti, est-ce que l'urgence était de pouvoir détruire ces maisons, surtout lorsqu'on sait que la situation de certaines personnes était quand même assez délicate? Je ne pense pas parce qu'aujourd'hui, on peut observer par exemple sur le terrain que au niveau du quartier Plein-Oriti, les travaux n'ont toujours pas commencé. Certes, ils ont enlevé tout ce qu'il y avait comme débris par rapport aux maisons qui ont été détruites, mais on peut constater sur le terrain que les travaux n'ont pas du tout débuté. Et donc, de mon point de vue, il n'était pas important de casser ces maisons. Revenons maintenant sur le contexte qui concerne la période électorale. Pendant la période électorale, le président Oligui a fait plusieurs affirmations, parmi lesquelles le fait que le pays avait l'argent. Le président Oligui disait clairement à la période de la transition que le pays avait l'argent et qu'on avait beaucoup de choses à faire et que si on ne faisait pas ces choses, franchement, ce serait de notre faute. Il est même allé jusqu'à dire que si après les 7 ans, je n'ai rien réalisé, alors chassez-moi. Ça, c'était l'un des slogans qui revenait chaque fois. Maintenant, lorsqu'on revient dans le contexte actuel, on se rend bien compte que les personnes qui vivent dans des quartiers tels que derrière la prison, derrière l'ENS, sont menacés d'être cassés sans autre forme de procès et comme ceux de Plein-Oriti, sans indemnisation possible parce que le président de la République va du point de vue selon lequel ce quartier-là était un quartier traversé par une voie et que toutes les personnes qui ont occupé la voie qui existait à l'époque dans les années 80 devront simplement voir leur logement être détruit. Vu qu'ils ont conçu sur la voie publique, ils sont responsables. J'ai déjà une entreprise qui veut commencer les travaux, mais je n'ai pas l'argent pour dédommager. Donc, à vous de sensibiliser, de dire à ces Gabonais, vous êtes installés sur la voie publique, alors il faut accepter qu'on vous casse. Sans autre forme de procès, sans indemnisation, sans quoi que ce soit, parce qu'il est du droit de l'État non seulement d'urbaniser, mais aussi de récupérer son espace public. Le véritable problème qui se pose là-dedans, c'est que face aux parlementaires, on s'est bien rendu compte que non seulement la population n'a pas de représentativité, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir défendre un tant soit peu le peuple, ou alors essayer de revoir comment ce projet pourrait être dirigé. Je pense pour ma part qu'un président de la République devait pouvoir raison garder face à son propre peuple. Parce que, bien évidemment, c'est ce peuple qui l'a élu. C'est ce peuple qui a voté. C'est ce peuple qui a désigné le président Oligui comme étant le président du Gabon.
Et donc, de se retrouver face à ce président qui complètement est en train de mettre de côté toute volonté de pouvoir concilier la situation du peuple avec le projet de développement, on voit bien par là qu'il y a une forme d'ingratitude de la part du président de la République qui ne considère plus du tout que ce sont les Gabonais qui l'ont élu. Il considère simplement qu'avec le pouvoir, il peut se permettre de dire aux Gabonais que vos maisons seront cassées parce que vous avez construit dans une zone qui était à l'époque une zone traversée par un passage. On l'entend bien. Le projet de développement est un projet noble. Le projet de développement ne peut être que salué par les Gabonais. Cependant, ce projet de développement devait tenir compte de la complexité de la situation. Les populations qui se sont installées derrière la prison ne l'ont pas fait juste parce qu'elles voulaient le faire. Elles l'ont fait parce que c'était certainement l'endroit où les terrains étaient moins chers, ou alors l'endroit le plus accessible pour s'installer lorsqu'on sait que la ville de Libreville n'a jamais été urbanisée. Et donc, il serait quand même insultant pour le peuple de venir leur dire que vous vous êtes installés parce que vous êtes simplement dans l'anarchie, alors on devra vous déguerpir. Quelle est la situation économique de ces populations qui vivent dans ces quartiers-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen de faire passer la route, de détruire certaines maisons, d'en laisser d'autres? Mais surtout, le plus important, c'est de pouvoir créer une situation de conciliation qui n'amène pas à une crise sociale. Il faut bien le dire, si le président Oligui continue d'accumuler des conflits avec le peuple, ça ne pourra jamais arranger son pouvoir. La situation est que le président doit savoir raison garder et de pouvoir concilier sa volonté de développer le Gabon avec la volonté de maintenir le peuple dans un certain contentement. L'un des éléments les plus importants que le président Oligui a soulevé lors de son adresse aux membres du Parlement, c'était de dire et de rappeler qu'il n'était pas un président des maquettes, de rappeler qu'il n'était pas un président des New York Forum. C'est-à-dire, il était là en train d'attaquer les différentes initiatives échouées, des différentes initiatives complètement tirées par les cheveux de l'ancien président Ali Bongo Ondimba. Je voudrais redire à cette jeune fille mère, à tous mes compatriotes, que mon mandat ne sera pas celui des fausses promesses et des maquettes, mais plutôt celui de la responsabilité, de l'action et du bâti. Je ne suis pas un président des maquettes et des présentations visuelles ou des New York Forum. Non, je suis un président bâtisseur et pragmatique. Alors, s'il faut parler de maquette, est-ce que la maquette est une mauvaise chose? Non, pas du tout. Ce qui est bizarre, c'est de faire que ce projet ne puisse voir le jour. Je pense qu'il y a beaucoup de maquettes que le président Oligui a déjà lancées depuis la période de la transition et je ne pense pas qu'en 7 ans, on puisse parvenir à réaliser ces projets-là. Je ne pense pas. Le cas de Libreville 2 est un cas patent. Libreville 2 est une maquette que le président Oligui nous a déjà présentée et cette maquette-là risquerait à la fin de ces 7 années de rester une maquette. Ça, c'est le premier élément, la première observation évidente. Alors, c'est bien de dire que nous ne sommes pas un président de maquette. C'est bien de dire que nous ne sommes pas dans des projets fictifs. C'est bien de dire qu'on n'organise pas des New York Forum. Mais il serait, je pense, judicieux de pouvoir prendre son mal en patience et d'observer comment les choses évoluent. Parce que la réalité, c'est quoi? Si on y prend garde, les mêmes erreurs vont se répéter. C'est-à-dire que on a l'impression que le temps va lentement, mais le temps va si vite que d'ici à 2032, il y a plusieurs projets, plusieurs objectifs, plusieurs grandes théories qui ne verront même pas la pose de la première pierre. Et je le dis, je le répète encore, j'ai vraiment pris le temps de me pencher sur le projet Libreville 2 et je me suis rendu compte que ce projet, s'il n'y a pas de financement extérieur, ce projet ne verra jamais le jour. Le projet de l'aéroport d'Andem, s'il n'y a pas de financement, ce projet ne verra jamais le jour. Et on peut citer comme ça plusieurs projets qui ont été annoncés, mais qui en fait jusque-là, rien n'a bougé. Voilà, nous sommes en train de partir sur la fin de la première année entièrement et toujours est-il qu'on se pose la question à quel niveau par rapport à certains projets qui ont été promis depuis la période de la transition. Parce qu'il faut le dire, le président Oligui a eu le privilège de présider la transition et ensuite d'enchaîner directement. Ce qui signifie qu'il y a certains projets structurants de la période de la transition qui devaient directement faire partie de l'objectif à atteindre au bout de ces 7 années. Il est donc judicieux de pouvoir prendre son mal en patience et de ne pas aussi vite s'autoproclamer comme étant un président des réalisations et non pas un président des maquettes. Parce que la réalité, c'est que beaucoup de maquettes ont déjà été lancées, mais on ne voit pas la pose de la première pierre de ces projets-là. Donc, je pense que le président devait pouvoir
prendre son mal en patience et surtout faire doucement et ne pas toujours revenir sur des attaques personnelles par rapport au pouvoir précédent. Parce que sinon, il risquerait peut-être de se retrouver dans la même galère que le président précédent qui, en fait, à la fin de son deuxième mandat, s'est retrouvé totalement contesté parce qu'on s'est rendu compte que la majeure partie des choses qu'il avait promises, rien n'avait été fait et que le pays continuait de partir dans une direction totalement opposée à celle à laquelle aspirait le peuple de façon générale. Alors, je ne veux pas tirer trop en longueur, sinon la vidéo pourrait durer 4 heures de temps. Le but de cette vidéo était de pouvoir analyser l'intervention du chef de l'État face aux membres de l'Assemblée nationale. La première observation que je fais est que trop de sorties hasardeuses, trop d'affirmations blessantes et intrigantes pour le peuple, mais surtout beaucoup de promesses qui aujourd'hui se révèlent être des promesses mensongères. La deuxième observation que je fais, c'est que le président de la République devait pouvoir se raviser de chaque fois revenir sur le passé en disant que nous avons hérité d'un pays à feu et à sang, nous avons hérité d'un pays avec un lourd passif. Oui, ça on le sait déjà. Le président devait plutôt se concentrer sur sa gouvernance, se concentrer sur son travail et présenter aux Gabonais le peu de résultats qu'il a déjà, au lieu de chaque fois revenir sur le passé, parce que ça semble être comme si le président essayait de se justifier, de se dédouaner du fait que l'ensemble des promesses qui ont été faites pour la majeure partie n'ont pas été réalisées. Et donc ce serait comme une manière de confisquer le droit du peuple de revendiquer et de lui imposer un regard qui se tourne toujours vers le passé, un passé qu'on connaît et d'ailleurs pour lequel le coup d'État a été accepté par le peuple. La deuxième observation, c'est qu'un président de la République devrait se battre à pouvoir consolider une vraie relation de fond avec son peuple. Au lieu de chaque fois revenir dans des affirmations qui semblent être comme si on était en challenge avec le peuple, le président de la République devait plutôt être conciliant et montrer au peuple sa volonté d'être à ses côtés, de l'accompagner, mais surtout sa volonté de moderniser le Gabon. Je pense qu'on peut concilier les deux, moderniser le Gabon, tout en faisant que le peuple soit quand même dans une certaine forme de compréhension parce que ses droits seraient respectés. Mais si on se permet de dire aux gens qu'on va casser, on ne va pas vous dédouaner, on ne va pas vous indemniser, alors ça montre qu'il y a quand même, au-delà de cette volonté de développer, il y a quand même un certain mépris du peuple. Et ça, ce n'est pas du tout en faveur du président de la République. Le dernier élément sur lequel je voulais revenir, c'est que l'ensemble des projets structurants qui ont été promis en 2025, aujourd'hui, nous comprenons que la majeure partie de ces projets étaient comme du marketing politique et que rien de tout ce qui a été promis ne sera forcément fait en l'état et que les choses devraient être peut-être réadaptées au fur et à mesure que nous évoluons. Et ça également, ça pourra être un danger pour l'avenir, non seulement des mandats du président Oligui, parce qu'il pourrait s'avérer qu'à un moment donné de l'histoire, si le peuple sent que trop de choses qui ont été promises ont été complètement revues et que rien n'a été réalisé tel que cela a été promis parce que c'est la raison pour laquelle les gens ont voté, alors le peuple pourra décider certainement autrement. Nous ne sommes pas encore là, mais toujours est-il que le but de mon analyse, c'était d'amener vraiment nos dirigeants à comprendre une chose. On ne peut pas construire avec un peuple et mépriser ce peuple en même temps. On ne peut pas, après avoir été élu par un peuple, continuer de mépriser un peuple qui est déjà opprimé depuis des générations. Alors, j'espère que cette vidéo arrivera et parviendra même au niveau de la présidence de la République pour qu'ils essaient de voir les analyses que nous menons ici. Mais nous sommes convaincus que le but, c'est vraiment de faire en sorte que le Gabon s'améliore, que la gouvernance du Gabon devienne la meilleure pour l'avenir. Je n'ai pas pu faire une analyse globalisée sur tout parce que, je suis un être humain, je suis limité. Je vous laisse donc me dire en commentaire quels sont les aspects qui vous ont parlé dans cet échange entre le président de la République et les parlementaires. Dites-moi qu'est-ce que vous avez retenu, dites-moi surtout qu'est-ce qui vous a parlé. Alors, je ne vous en dis pas plus, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Rivano Mabika, à très bientôt, ciao.